démocratie, c'est à minima choisir ceux qui nous dirigent. Mais qui choisit ceux qui se proposent de nous diriger? Qui choisit les candidats? Aujourd'hui, nous parlerons de l'idée du veto citoyen, la possibilité pour tous les électeurs de contrôler ceux qui aspirent à devenir leurs élus et éventuellement tirer les conséquences d'un blocage si personne ne peut plus remporter l'adhésion des citoyens, plutôt que de simplement voter par défaut. Le veto citoyen, c'est avant tout un mécanisme très simple. Ça commence d'abord par la prise en compte du vote blanc. Aujourd'hui, inutile en France, mais qu'on qualifie souvent de premier parti de la majorité silencieuse, aux côtés de l'abstention. Ce vote blanc, dûment comptabilisé, devient alors un vrai choix, une option parmi les autres. Et si ce vote blanc arrivait premier lors d'une élection, si le vote blanc battait les autres candidats, alors le scrutin pourrait être annulé et on devrait tenir une seconde élection. Si à cette seconde élection, si à ce second scrutin, les candidats qui se présentent sont à nouveau battus par le vote blanc, ils seraient alors déclarés inéligibles, à minima pour l'élection auquel ils auraient candidaté et pour la durée du mandat auquel ils prétendaient. Ils ne pourraient pas se représenter dans cette élection, ni même la suivante. L'idée, c'est donc tout simplement de donner la possibilité aux électeurs d'éliminer les options qu'on leur propose et qui ne leur conviennent plus, mais aussi de pousser le système, la classe politique, à se renouveler, d'offrir une manière électorale de résoudre les blocages politiques. On peut aller même un peu plus loin, comme le proposait déjà Rousseau, qui est à l'origine de cette idée, et imaginer que pour les grandes élections, celles nationales en France, on pense évidemment à l'élection présidentielle ou législative, si un troisième scrutin se tenait et que le vote blanc remportait à nouveau l'élection, cela conduise automatiquement à une révision constitutionnelle. Si on transpose cela au niveau européen, pourquoi pas imaginer que cette possibilité de grand reset se traduise dans le fait que si dans un certain nombre d'États, ou si pour une part donnée de la population européenne, le vote blanc l'emportait aux élections européennes, cela conduise à une révision des traités. Pouvoir éliminer de la liste des possibles candidats aux plus hautes fonctions ceux qui présenteraient un danger pour la société, c'est une idée qui est pour ainsi dire aussi vieille que celle de la démocratie. À Athènes, pensons à l'ostracisme, cette procédure qui permettait aux 40 000 hommes libres, les seuls qui avaient le pouvoir dans cette démocratie athénienne, de voter cette procédure d'ostracisme. Si celle-ci était adoptée, à l'occasion des prochaines élections, il leur était alors tous demandé d'inscrire sur un morceau d'amphore, les fameuses ostracas qui ont donné leur nom à cette procédure, le nom de quelqu'un qu'ils voulaient voir banni de la cité, car un danger pour la démocratie, pour la cité d'Athènes. Et si 6000 votes étaient ainsi réunis, le patronyme qui s'était vu désigner, cette personne était immédiatement bannie pour 10 ans, sous peine de la mort des murs d'Athènes. C'est sans doute ce système antique, même s'il était autant loué que décrié, qui a poussé Jean-Jacques Rousseau à proposer dans son fameux contrat social l'idée d'un veto citoyen. Pour Rousseau, la démocratie n'était fondamentalement pas représentative, mais il y avait quand même des magistrats qui devaient exercer le gouvernement dans sa cité. Et il imaginait, pour que le peuple puisse les contrôler, qu'à tout moment, ceux-ci puissent les rappeler, les démettre de leurs fonctions. Et même, s'ils le souhaitaient et ne se reconnaissaient plus dans le système, changer complètement sa manière d'être organisé, c'est-à-dire sa constitution. On trouve encore des lointains échos de cette idée dans tous les régimes démocratiques modernes. On peut penser au vote de confiance quand le gouvernement engage sa responsabilité vis-à-vis notamment du Parlement, ou la motion de censure qui permet à ce même Parlement de démettre le chef de gouvernement de ses fonctions. Aux États-Unis, pensons à la procédure d'impeachment qui permet même de démettre le chef d'État, le président des États-Unis, de son poste. Mais certains systèmes vont déjà beaucoup plus loin. En Californie, ainsi, un des États des États-Unis d'Amérique, existe la procédure de recall, en bon français dans le texte, le rappel, qui permet, sous la base d'une pétition, de démettre de ses fonctions un élu en place ou alors de rappeler une loi qui aurait déjà été adoptée à travers un référendum populaire. Tous ces mécanismes illustrent au final le même principe, très cher à Rousseau,
celui de la souveraineté populaire, et le fait que le peuple d'hier ne doit pas pouvoir empêcher celui d'aujourd'hui, qui doit donc avoir un moyen d'agir face à ses représentants, un moyen de les renverser au cas où ils ne se reconnaîtraient plus en eux. L'histoire nous a prouvé que le peuple n'était pas toujours le plus sage quand on lui confiait le pouvoir de détruire ses idoles. Pensons au général de Gaulle. Alors même qu'il sortait auréolé de toute sa gloire dans la Seconde Guerre mondiale, qui perdit pourtant les élections et dut faire une longue traversée du désert. Si on pense de nouveau à Athènes, l'ostracisme y a causé bien des dégâts. Par exemple, les Athéniens ont décidé de bannir certains des généraux qui avaient proposé l'expédition de Sicile, et c'est sans doute cela qui amena au désastre qui fit chuter la cité pour la première fois. Pensons également à l'instabilité que pourrait créer un tel système. On dénonçait autrefois la 4ème République pour sa valse des gouvernements. Songeons également à la Belgique. Est-ce qu'un pays peut réellement se permettre de se passer pendant de longs mois de gouvernement? N'est-ce pas un risque, par exemple face aux marchés financiers, ou alors même une occasion pour un ennemi extérieur de saisir ce contexte de vide politique pour mener à bien ses desseins? Et tout cela serait bien sûr fortement aggravé si on retient l'option de Rousseau de pouvoir mener automatiquement à une révision de la Constitution. Mais si on y réfléchit bien, la possibilité même que des électeurs puissent préférer ne choisir personne, et même refuser les choix en place, ne reflète-t-elle pas potentiellement quelque chose de bien plus grave pour nos sociétés? Quand les gouvernés ne se reconnaissent plus dans les gouvernants, peut-on encore parler de démocratie? Avec ce système, plus de raison d'être au vote utile, plus de tentation des extrêmes pour envoyer un message fort au pouvoir, mais un ultime recours pour le peuple, de parvenir à un renouvellement des élus et pouvoir en place pour ne pas laisser s'installer la défiance citoyenne. La possibilité simplement donc pour les électeurs de se réapproprier le vote afin d'envoyer un message fort, un avertissement, à les dirigeants. Et s'il le faut, s'en débarrasser pour faire repartir le système de zéro, oui. Mais d'une manière légale, prévue, organisée à l'avance et en mesurant donc les conséquences. Une manière donc très démocratique. Car au final, vaut-il mieux risquer d'être seul et sans dirigeant un temps, ou alors être mal dirigé à jamais? Alors, le veto citoyen, ça vous tente ?